Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 20h30 si vous nous suivez à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez par ailleurs en replay chaque jour sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan de la première échéance mensuelle de 2025, une petite échéance, mais une échéance très positive, notamment pour un indice comme le CAC 40 qui a profité du rebond du luxe. Les valeurs pétrolières sont également leaders sur ces premières semaines de 2025. Et puis on peut rajouter le secteur bancaire, qui est toujours un secteur en bonne forme et qui a participé, contribué à la très belle performance du CAC depuis le 1er janvier, et notamment sur cette semaine particulière, puisque le CAC a gagné près de 4% sur l'ensemble de la semaine. Vous aurez le détail de ce rebond du CAC et des indices européens dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis bien sûr le bilan de cette échéance. Nous ne changeons pas les bonnes habitudes en 2025 avec nos trois sorciers qui seront avec nous en plateau pendant cette émission. Sur le plan macro, nous avons déjà les premiers chiffres de croissance du quatrième trimestre, alors que le trimestre est à peine fini. Les chiffres officiels chinois sont sortis. La croissance en 2025 a bien été l'objectif de croissance 2024 a bel et bien été atteint. 5% de croissance, c'était l'objectif et le chiffre officiel donc qui colle parfaitement au narratif de Pékin, sans pour autant déclencher d'enthousiasme particulier sur les indices chinois qui sont quand même pas mal retombés depuis le début de l'année. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme une fois par mois, nous ferons un point de pédagogie boursière. Comment investir le mieux, à travers quelle enveloppe? Ce sera le grand match PEA versus compte titre. Et c'est Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse pour arbitrer ce match entre le PEA et le CTO. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés, et c'est avec Pauline Gratel, bien sûr. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, journée des trois sorcières évidemment, première échéance de cette année 2025, et un CAC 40 qui boucle une semaine particulièrement positive, puisque c'est sa meilleure performance hebdomadaire depuis le mois de septembre. Oui, alors que le CAC 40 s'octroyait déjà 2% de hausse hier grâce aux résultats exceptionnels de Richemont, l'indice phare de Paris gagne encore plus de 1% aujourd'hui, au-delà des 7700 points, ce qui porte sa progression hebdomadaire à presque 4%. Concernant les autres indices européens, on note que le FTSE, le DAX et l'Eurostoxx 50 ont inscrit des plus hauts historiques dans la matinée, tandis que le MIB décroche un nouveau record annuel. Que dire de la situation des marchés obligataires en cette fin de semaine, des marchés obligataires qui ont été particulièrement animés ces derniers jours? Sur le marché obligataire, les rendements poursuivent leur détente entamée cette semaine. Le 10 ans américain se détend autour de 4,60%. Sur la semaine, le rendement US aura perdu plus de 20 points de base. Le rendement britannique à 10 ans cède plus de 10 points de base aujourd'hui et retombe sous les 4,70%. Sur le marché des changes, l'euro tourne autour de 1,03$. Oui, le Bitcoin a réagi également à cette situation. Oui, à noter, en effet, le Bitcoin est en hausse depuis quelques jours pour s'établir aujourd'hui autour de 102 000$ contre 90 000 en début de semaine. Côté macroéconomique, on a pris connaissance de la production industrielle américaine pour le mois de décembre. Elle ressort à plus 0,9% sur un mois en décembre, après un chiffre de novembre révisé à la hausse à plus 0,2%. C'est au-dessus des attentes. En zone euro, on a pris connaissance de l'estimation finale de l'inflation pour décembre, qui est confirmée à plus 2,4% sur un an et à plus 2,7% en version cœur, hors alimentation et énergie. Et puis la Chine également à l'honneur avec plusieurs statistiques chinoises qui ont été publiées ce matin. Oui, commençons avec la croissance. La Chine a réussi à atteindre l'objectif annuel fixé par Pékin avec un PIB en hausse de 5% sur l'année. Au quatrième trimestre, la croissance ressort à 5,4% sur un an et à 1,6% par rapport au trimestre précédent. D'autres statistiques chinoises étaient publiées en même temps. La production industrielle, par exemple, qui ressort au-delà des attentes. Oui, au-delà des attentes et au mois précédent avec une production industrielle de plus 6,2% sur un an en décembre, après 5,4% le mois précédent. Les ventes au détail, elles, s'établissent en hausse de 3,7% sur un an en décembre, après plus 3% en novembre. Quels seront les grands marqueurs de la semaine prochaine sur les marchés, Pauline? Lundi, ce sera le jour de l'investiture du nouveau président américain Donald Trump. La semaine prochaine sera aussi rythmée par le Forum économique de Davos et la montée en puissance des résultats d'entreprises. On attend notamment ceux de Netflix, Procter & Gamble ou encore United Airlines. Côté macro, l'indice ZOO allemand de janvier et une série de PMI préliminaires pour janvier également seront publiés.
Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Première échéance de cette année 2025, l'échéance du mois de janvier avec l'expiration notamment du contrat futur CAC qui a eu lieu cet après-midi et les 3 sorciers qui sont de sortie bien sûr. Romain Dobré avec nous, consultant pour Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour. Jean-Luc Hussac à vos côtés, Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et Philippe Béchade, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien à nos côtés également. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de vous retrouver messieurs, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025 qui commence plutôt de belle manière, on peut le dire peut-être pour les indices européens et pour le CAC 40 en particulier au terme de cette première échéance du mois, Romain. Pas mal, oui, effectivement. 500 points de hausse, 500,5 points de hausse, 7725,70 la compensation du futur CAC 40 aujourd'hui à 16h. Donc une progression et un rebond sur fond d'excès de pessimisme aussi un peu exacerbé en Europe. On surperforme un peu les indices américains dans ce premier mouvement de l'année. Maintenant, ce qui est à observer, c'est la construction de ce mouvement et on constate que du côté des marchés dérivés, on part de très très loin. Sur l'indice Eurostoxx, en octobre 2022, on était ensemble ici, on constatait une position ouverte de 4,5 millions de contrats futurs. Hier soir, le nombre de contrats sur l'Eurostoxx, c'est 1 980 000. Donc on n'a pas du tout la même configuration après un indice qui a explosé, enfin très largement progressé. Ça fait des mois que vous décrivez cette absence d'intérêt sur des indices majeurs européens, Romain, exactement, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ouais. Alors maintenant, il y a quand même des signaux positifs puisque on a un mouvement haussier qui s'est mis en place de façon assez harmonieuse. Les indices américains consolidaient, ils ont fait des petits contre-pieds sur des sommets de marché, mais qui n'ont pas été méchants. Et puis tout est reparti, tous les indices de façon harmonieuse à la hausse. Les indices européens, pour les plus forts, débordaient des niveaux de réactivation haussiers, donc l'Eurostoxx notamment, le DAX aussi. Le CAC 40 sort de niveau de neutralisation de la baisse, on va dire. On n'est même pas encore en hausse et il faudra encore du chemin pour le faire. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'effectivement, sur l'échéance, on a progressé de 5% sur l'Eurostoxx, environ 4,5% d'ouverture de contrat sur la position ouverte, mais on part de très très loin. Et donc, c'est un soutien qui est aussi technique. C'est-à-dire que quand on parle de soutien du côté de la position ouverte, il y a l'aspect technique et puis il y a l'aspect grosse main du marché. Sur l'indice CAC 40, on a progressé de 7% quasiment, 6,93. Le nombre de contrats futurs augmente de presque 10%, 20 000 contrats futurs ouverts. Mais 20 000 contrats sur l'indice CAC 40, en nominal, c'est très très faible. Donc il y a un aspect technique et on repartait de très très loin. Donc oui, il y a du soutien dans le sens de la hausse. Maintenant, on voit qu'on ne se précipite pas sur le marché. C'est Richemont qui effectivement a débloqué le potentiel haussier sur l'indice parisien qui a donc pu accélérer. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les indices américains, le comportement est un peu différent. La position ouverte pour une baisse sur l'échéance de 0,60%, la position ouverte a diminué légèrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas reconduit une bonne partie de l'intérêt et on n'a pas alimenté dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a pas de pression baissière. Donc pas de changement du côté des futurs américains. En revanche, un ratio de couverture qui indique qu'on est à l'équilibre, même plutôt du côté prudent. Je rappelle que le ratio put-call, c'est 0,80-1,20. Sur l'indice S&P, on est plutôt à 1,20 sur l'échéance du mois en cours. Donc, on n'est pas complètement complaisant. On s'est réveillé mi-décembre avec ces petites alertes baissières qui ont permis une consolidation propre à un mouvement assez sain. Ce qui est à constater, c'est que l'intérêt est tellement absent en Europe que ça donne des ratios de couverture qui sont extraordinairement complaisants. Et là, même si la volatilité ne le traduit pas franchement, en revanche, on a des niveaux de couverture qui sont largement sous les 0,80, ce qui n'est pas nécessairement un signe de baisse en soi, on le rappelle toujours, mais qu'il y a un risque là, en l'occurrence, ce serait plutôt un signe de désintérêt du marché. J'entends. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'être des plus hauts. Si on ne se couvre pas, c'est qu'on n'est pas intéressé par ce marché, quoi. Exactement. Il n'est pas en haut, donc on n'a pas de risque majeur. Enfin, sur le DAX, sur l'Eurostoxx, si, mais pour le CAC 40, non, c'est pas le cas. Et c'est là où c'est visiblement le plus extrême. Donc on a une situation de désintérêt et il va falloir voir si la hausse d'hier, elle n'a pas créé énormément d'intérêt non plus, voir si on conserve déjà ce qu'on a commencé à emmagasiner et si on continue sur ces niveaux-là. On avait des figures graphiques qui sont petites à court terme, entre 3,5 et 4% sur la majeure partie des indices. Ça, c'est très harmonieux et c'est ce qu'on aime bien, c'est que tous les indices participent du même mouvement, pas pour les mêmes raisons et pas dans les mêmes configurations, mais au moins, on a des signaux qui sont à peu près équivalents. Et on peut continuer à aller chercher des mouvements de 5-6%. On le regardera, mais c'est plutôt harmonieux, plutôt sain, mais en revanche, encore une fois, avec un intérêt qui est quand même très, très faible. Et ça, il faut voir comment on va construire ce marché. C'est un peu la question. Et vous connaissez ma feuille de route pour l'année.
je ne suis pas sûr qu'on trouve beaucoup d'intérêt, même si on peut continuer à monter un peu. Donc, tant que la musique joue, bien, on accompagne. On regarde le graphe de Richemont, là, qui a été quand même effectivement, pour un indice comme le CAC, chargé en luxe, le catalyseur de la semaine. Il y a eu la baisse des taux aux États-Unis également, mais c'est vrai que sur la séance d'hier, Richemont explose de quoi 15-17%, je crois, et derrière, on a encore un plus 10 sur LVMH, quoi. Ouais. Alors, sur LVMH, oui. Et ce qui est intéressant, c'est si on regardera les valeurs par valeur. Mais Richemont, effectivement, c'est un parcours boursier qui est extrêmement propre et qui... C'est au plus haut, hein. Qui est au plus haut, oui. Plus haut des plus hauts historiques, comme Hermès, mais pas comme LVMH ou L'Oréal ou Kering, bien entendu. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après un parcours aussi extrêmement propre, jusqu'en mai 2023, Richemont avait été buté contre un niveau de résistance à 161,10. Elle a consolidé pendant quasiment 2 ans, enfin un peu plus d'1 an et demi, et avant de réagir hier à des publications qui sont excellentes, avec un gap haussier de plus de 12% sur le titre au cours de la séance. On réactive, après cette pause de près de 2 ans, une dynamique haussière, alors qu'on était proche de plus haut, accumulation en partie haute, on déborde ce niveau de 148. Donc en dupliquant ce triangle par le haut, on a un potentiel haussier qui est intéressant, 181,40 dans un premier temps, pourquoi pas 208 des extensions. Et je pense que ça va être le thème de cette année, c'est le stock picking. Il va y avoir des titres forts, et puis des réactions, on peut dire, qui sont par effet de bord sur le reste du secteur, mais je ne suis pas sûr que tout soit suivi d'effets aussi puissamment. Je comprends. Ça veut dire... Ce qu'on voit là, parce qu'on ne pourra pas passer le graphique de chaque valeur du luxe, mais ce qu'on voit sur Richemont, on ne le retrouve pas forcément sur l'ensemble des valeurs du luxe, la configuration. Non, il y a Hermès qui a formé un nouveau plus haut historique à 2513, je crois, hier, et peut-être encore aujourd'hui. Donc elle accumule sur des points hauts, des niveaux haussiers, donc c'est un titre qui a vocation à progresser. LVMH, L'Oréal, c'est peut-être en recovery. Kering, on est toujours bloqué sous 241. On a beau rebondir de 10% au cours de la séance. Finalement, on ne termine en hausse que de 5%. Donc il n'y a pas cet intérêt, cette force et cette reconstruction. Et je pense qu'on va faire beaucoup plus de distinguo parmi les titres et au cours des publications. On en saura plus la semaine prochaine puisque LVMH va publier. Mais pour l'instant, voilà les comportements individuels qu'il faut surveiller. Pour Richemont, c'est très propre. Le secteur du luxe, globalement, peut profiter d'un petit élan, voilà, mais on n'aura plus cette harmonie. Vous dites, c'est quand même 10 points d'écart entre la hausse de Richemont et de Kering hier sur la même séance. Exactement. Et avant, on avait l'habitude, au cours d'une bonne publication, que l'ensemble des valeurs plus homogène payent de concert et qu'il n'y ait pas de retracement. Bon, Jean-Louis, ce réveil du CAC là, en début d'année, qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour rebondir sur ce que disait Romain sur les absences de couverture, qui amènerait un peu de complaisance, quand pendant des semaines, alors qu'on a des nouvelles très médiocres, que ce soit sur la politique en France, enfin ou sur les perspectives de la zone euro, et que le CAC 40 résiste, qu'il est hyper résilient, et que juste avant la publication de Richemont qui a propulsé cette hausse forte du CAC, eh bien, on était à 7005, c'est-à-dire sur le plus haut de la zone. On était dans une zone, moi, ce que j'avais appelé une zone de compression. Et il fallait juste un catalyseur. Alors, on n'attendait peut-être pas celui-là, mais enfin, bon. Alors après, toujours pareil. Alors, Richemont, après, j'entends, oui, attention, c'est peut-être dû à des anticipations sur les droits de douane, etc. Bon, je ne sais pas. Mais. Alors du coup, rendez-vous évidemment avec LVMH. On a fait le stock de bijoux avant les droits de douane, c'est ça ? 28 janvier en tout cas. Oui, mais peut-être. Qui va nous sortir ses chiffres, on va voir ce qu'il en est. Moi, tout ce que j'avais remarqué, c'est que Bernard Arnault avait continué de payer ces derniers temps. Alors moins qu'à une époque, mais bon, il avait ramassé sur des points bas. Donc après, l'ensemble du marché, encore une fois, c'est hyper ciblé sur les grosses valeurs. Et dès qu'on se trompe, on se prend une grosse claque. Donc il y a toujours cette hyper méfiance. Et comme cette hyper méfiance, elle est toujours présente, est-ce qu'il y a des raisons de se couvrir en se disant, après tout, le DAX, on est 20% en dessous au niveau delta de performance, on est loin de tout, et que ça ne peut qu'aller mieux. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait des intérêts moindres sur les dérivés pour venir, en tout cas, se couvrir. La situation, c'est clair, on devrait pouvoir peut-être poursuivre. A priori, sur le plan technique, il y a 7810, 7920, les deux gros objectifs potentiels.
Après, c'est 7340 pour moi le niveau sous lequel on repartirait vers une dégradation. D'accord. 3 petits points, mais bon, est-ce qu'elle peut aller bien bas? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y avait pas de raison jusqu'à présent. Je l'ai toujours signalé. Oui, on disait la même chose le 20 décembre, je crois. Enfin, c'était la date de la dernière échéance. On était autour des 7002. Oui. On l'a joué. Mais là, c'est juste une logique de range qui s'est un peu décalée à la hausse, quoi. Il n'y a pas de... Là, il y a eu des contre-pieds. Ah oui. Et puis, en fait, ça a été hyper violent. Bon, LVMH pèse 10% du CAC. Ouais. Bon, 10%. Elle gagne à l'ouverture 7. Ça fait 0,7. Hermès, elle pèse 4,5%. Bon, Kering, c'est 1%. Mais déjà, vous prenez ces deux-là, même L'Oréal qui pèse 15% du CAC, quoi. Ça fait 15-20% du CAC, oui. Ouais, qui a Avec les trois, ça fait 20%. Ouais. Cette pondération de ces valeurs fait que le marché, il a gapé très fort à l'ouverture. Donc ça crée un contre-pied. Ça se fait 2 jours, enfin la veille de l'échéance. Il y a tous les facteurs pour qu'il y ait une gestion des protections de call vendus éventuellement extrêmement violentes. Tout le monde va se courir, même s'il n'y en a pas beaucoup. Bon, on a vu... En 11h50, là, sur l'Eurostoxx, c'est une mensuelle, hein, c'est pas énorme, ça bouge un petit peu, puis après, juste à 11h50, puis après, c'est remonté. Sur le CAC, quasi rien passé. On verra les volumes ce soir avec les options, etc. Difficile de tirer des conclusions de cette situation. Encore une fois, c'est compression, boom, extension, relais ou pas. En tout cas, c'est décalage. Il ne faut pas confondre deux choses. Hein. C'est-à-dire décalage de prix, c'est-à-dire les acheteurs avancent, les vendeurs reculent. Mais ils se rencontrent sur des points hauts et versus ramassage. C'est-à-dire ramassage, c'est un marché qui part de 7520, qui monte en séance, qui est ramassé. Régularité. Et cette notion de ramassage est très importante parce qu'elle traduit une conviction. Aujourd'hui, y a-t-il plus de conviction qu'il y a quelques jours? Pour moi, pas vraiment. Même si aux États-Unis, on a eu l'impression tout d'un coup que la situation se décantait, qu'on allait vers une phase de désinflation, vers peut-être un soft landing, etc., vers une situation assez saine, c'est là où on a vu le marché donner des signes de faiblesse. Hier soir, quand j'ai vu 5961 sur le futur à 22h25, ça m'a marqué, parce que je me suis dit, wow, c'est bizarre. Et tout à l'heure, on était à 6036, il y a quelques minutes. Donc, on a effacé la baisse d'hier, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi ça a baissé, on ne sait pas pourquoi ça remonte. Bon, il y a toujours l'explication a posteriori des taux d'intérêt. Mais bon, voilà, c'est une phase de marché globalement très particulière. Philippe, qu'est-ce qui vous marque en ce début d'année, là, pour cette première échéance? Là, peut-être l'amorce... une forme de rééquilibrage des portefeuilles, je parle à l'échelle du MSCI World. Les États-Unis, c'était plus de 50%. 74. 74%. 74, on a atteint le poids des États-Unis dans le MSCI World. Voilà. Et sur ce total, il y a 50% qui sont concentrés sur 20 titres. Bon, voilà. Et puis alors, l'Europe complètement délaissée. Du coup, on avait, rappelez-vous, le 20 décembre dernier, on avait un retard de 26%. Pardon, je dis une bêtise. Non. On avait un retard de 36% du CAC par rapport au Nasdaq. Et on était à plus de 25% de sous-performance par rapport au S&P. Voilà, donc on a rattrapé un peu plus de 6%. En un mois. Et le S&P, d'ailleurs, il se sauve la mise aujourd'hui. Le Nasdaq aussi. Ce matin, le Nasdaq, ça faisait 0 depuis le 20 décembre. 19 600, ça faisait 0. Et le S&P, ce matin, ça faisait 0,15. Voilà, donc on a rejoint les 6 000. Allez, l'honneur est sauf. L'échéance janvier ne sera pas négative. Voilà, on a amorti les frais. Mais bon, gros rééquilibrage en faveur de l'Europe. Puis alors là, depuis 48 heures, une véritable orgie de volatilité. Magnifique. Ça se voit surtout sur les cryptos. Ah oui. Voilà.
Pauline signale entre Bitcoin, effectivement, 22 qui réagit là depuis hier. 22% de hausse sur le Solana, 25% sur le Dogecoin. Bon, même si c'est un crypto-gag. Néanmoins, c'est la 5e ou 6e capitalisation en termes de crypto. Le Bitcoin repasse au-dessus des 104 000 aujourd'hui, contre 89 000 lundi. Alors on s'en parlait avant d'entrer en plateau. La baisse des taux. La baisse des taux. Mais les taux, ils ont pris 120 points depuis septembre. Est-ce que ça a fait baisser le Bitcoin ? Absolument pas. Donc, quand les taux montent, le Bitcoin ne baisse pas, ça n'étonne personne, c'est même pas un sujet de conversation. Et puis, d'un seul coup, quand il se met à flamber, on trouve une explication. En fait, c'est qu'on veut rationaliser le truc. Parce que si on veut être logique, quand les taux montent, le Bitcoin, il devrait quand même souffrir. L'or, il a quand même perdu 4-5% avec la hausse des taux. Bon, voilà, ça y est, il repart un peu. Mais il n'a pas retrouvé ses sommets. Le Bitcoin, si ça se trouve, ce soir, on fêtera un nouveau record. Alors, j'oubliais le Ripple, 50%. C'est le signe de quoi, ça, Philippe ? Il y a une écume spéculative importante. Oui, Trump arrive, on avait les 3 sorcières, des marchés étroits, comme dit Romain. C'était très facile de tout faire bouger. On a eu Richemont. Il faut quand même dire que ça paye un record sur des niveaux. C'était comme déjà... Enfin, je veux dire, ils sortent une croissance 10 fois plus importante que ce que le marché attendait. Donc il y a quand même une surprise. C'est pas une micro-surprise quand même. 10 fois 0, ça fait 0. Enfin, 10 fois supérieur. Ils attendaient 0,4. On a plus 4. Non, mais il ne faut pas exagérer non plus. Ils attendaient 1% de croissance organique, c'est 10. Et en plus ça, c'est majeur quand même. On a l'effet devise en plus, le dollar qui a bien augmenté. Bon, bref. En tout cas, Richemont, ça ne paye pas sur un creux. Ce n'est pas d'un seul coup des gens qui se disent, oui, mais quand même, une valeur du luxe à 15 fois les bénéfices, ça ne pouvait pas durer. Non, elle avait déjà pris 20%, elle anticipait déjà quand même des bons résultats, enfin franchement. Puis alors Hermès qui pète les 2420 avec un gap de 5%, enfin c'est hallucinant quoi. Voilà, donc c'est un marché où il y a... Peut-être que les perspectives du secteur vont s'améliorer au cours de 2025. Les prix bougent avant les résultats, donc on verra les prochaines publications. Mais c'est intéressant de voir que les prix bougent maintenant et on verra ce qu'il en est effectivement dans les publications. C'est une hypothèse que je défends parce que voilà, Pékin a l'habitude de faire des annonces avant le début de la Golden Week, la semaine de congé du Nouvel An. Bientôt février, non ? Le Nouvel An, c'est le 29 janvier, mais en fait, il faut s'attendre à une déclaration peut-être dès le 25. Voilà. Donc, oui, peut-être que là, on se dira, ça, c'est une bonne chance pour le luxe. Mais enfin bon, les US ont été très forts. Ce que nous dit Richemont aussi, c'est que bon, l'Asie... Ça s'améliore, même si la Chine, les ventes sont encore en baisse de 18%. Oui. Voilà. Oui. Bon. Mais le dollar fort aide, oui. Voilà. Donc je trouve que tout est complètement exagéré. On n'avait pas d'idée. D'un seul coup, il y a un truc qui part à la hausse jeudi matin. Les algos s'emballent. Quelques vendeurs de call se sentent pas bien d'un seul coup. Ils disaient quand même à 48 heures de l'objectif. LVMH va quand même pas prendre 10%. Donc personne ne s'était racheté mercredi soir. Et là, d'un seul coup, ça y est, c'est alerte rouge. Donc ça paye en mode FOMO. Mais tout est excessif. Et cet emballement sur les cryptos, ça décuple l'effet mécanique logique par rapport à la baisse des taux. Donc tout est comme ça. On verra si ça dure. LVMH publie jeudi matin, c'est ça. Chiffre d'affaires, croissance des ventes pour le 4e trimestre. Je regarde un peu vos graphes. Romain, Philippe parlait du Nasdaq. Alors je ne sais pas si vous voulez tous les deux commenter le graphique du Nasdaq en vue mensuelle, c'est ça, Romain ? Oui, effectivement, on l'avait regardé le mois dernier, le Nasdaq ensemble. On disait que le niveau atteint était important techniquement après une progression haussière très harmonieuse au sein d'un canal haussier. On avait atteint un niveau donc contre ces 22 130 points. Ça s'est traduit par une bougie pas très jolie. On voit que la mèche est très longue en haut et on aurait même pu, avec la sphère rouge, descendre dans le plus bas dans cette bougie. C'est une étoile filante. Alors pas une étoile du soir encore, la configuration 3 bougies, mais une étoile filante. Donc on voit très bien que les acheteurs avaient la main et les vendeurs la reprennent. Et puis, vous voyez, on est ce mois-ci, on a la bougie du mois en cours. Elle est pile à 21 095, niveau hyper technique précis qu'on avait le mois dernier aussi. Donc c'est la même chose. Et on ne voit pas le corps de la bougie parce qu'il y a des mèches de chaque côté. C'est l'indécision pour l'instant. Donc on est là, en haut de marché, dans l'indécision. On n'a pas de structure de retournement pour l'instant. On a une pause dans la tendance.
On sait que des mouvements comme celui qu'on connaît depuis octobre 2022 seront probablement retracés. Moi, vous connaissez ma philosophie sur le mouvement actuel. Je pense qu'on a encore peut-être un petit potentiel haussier pour aller construire un excès, mais on voit que les grosses mains ne s'y méprennent pas, puisque on n'a pas de gros intérêt sur les niveaux actuels. Et là, c'est plutôt assez normal et assez sain compte tenu du parcours. On a débouclé des positions sur des points hauts, et puis on attend un peu de savoir. En revanche, on voit qu'il y a toujours des forces de rappel, qu'il y a une petite figure de retournement haussière qui s'est mise en place. On peut retourner chercher 22 130. J'ai même mis des extensions à 23 250. Pourquoi pas? C'est-à-dire aller déborder la borne haute de ce canal aussi. Mais pour l'instant, c'est l'incertitude et le doute. C'est un parcours très propre, très harmonieux. On est en situation d'attente. Il ne faudrait pas, en revanche, que la bougie du mois en cours soit une grosse bougie rouge. Là, on validerait une configuration de retournement qui ne serait pas belle. N'oublions pas la Nvidia dépendance de... Alors TSMC a publié cette semaine aussi. Ouais. Intéressant. Ça a plutôt rejailli positivement sur le secteur des semis. Alors Nvidia, Elle est à part, mais dans sa tout deuxième épaule, le attention. SOX a pu en profiter aussi. Ouais, bon, on a eu... Il n'est pas convaincu. Non, mais bon, le SOX, il gagne 1,8 mercredi soir, c'est pas non plus... Non. C'est pas... Voilà. Okay. Mais moi, je regarde Nvidia surtout parce que la dépendance à un titre qui pèse 3300, 3400 milliards, elle est jusque gigantesque. Apple, ça s'est pas bien passé du tout jeudi soir, moins 4. Voilà, on n'est pas habitué à voir Apple perdre 4% la veille des trois sorcières, quand même. Et Nvidia, elle a aussi été malmenée. Et on a cette tête-épaule. Et là, si elle est validée, je pense que ça ne se passera pas forcément bien pour le Nasdaq. Voilà, c'était mon seul commentaire. Nvidia, on dit qu'il y a mieux à faire depuis le mois de juin, et elle évolue entre 130 et 141. Ouais. Elle ne bouge plus à l'intérieur de cette zone pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne reparte pas. C'est plat maintenant. C'est plat maintenant, et l'engouement est moins fort. Il y a quelques titres, effectivement, du SOX qui sont un peu en train de se reprendre. Il y a encore, à mon avis, toujours mieux à faire qu'Nvidia, même si ça peut repartir. Pour l'instant, on est plutôt dans une pause, après une grosse accélération haussière sur la tech américaine. C'est vrai qu'Apple n'a pas une bonne configuration non plus graphique. Je pense qu'il est aussi temps. Non, mais ça tient. Enfin, je veux dire, c'est pour que le reste du marché puisse bénéficier d'un peu de diffusion de la hausse. Voilà, il faut que cette partie-là tienne, quoi. J'imagine. Apple, Nvidia, c'est 7 000 milliards, c'est rien. Oui. Par rapport à Nvidia, la concurrence s'organise. Et il y a quand même pas mal de sociétés qui se disent que la marge est tellement gigantesque qu'on pourrait se contenter de la moitié et gagner beaucoup d'argent. Et donc, oui, dans les mois à venir, je pense que le marché en a pris conscience. Le pic de la hype est un peu passé, vous dites, là, sur ce genre de valeur très spécifique, type Nvidia? Tellement particulier, ce marché, mais a priori, oui, il va y avoir quelques difficultés à garder un rythme. Parce que, en fait, vous savez, c'est la confiance après. Qu'est-ce que paye le marché? On ne sait même pas trop. C'est vrai qu'il paye très, 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 très cher. Alors, on paye l'IA physique maintenant. On peut dire, oui, ça nous rappelle les TMT en 2000. Ouais, mais en même temps, à l'époque, on payait des trucs qui faisaient même pas de bénéfices du tout, tandis qu'Nvidia en fait. Donc, c'est quand même une grosse différence, c'est vrai. Exact. Alors maintenant, on paye très, très, très cher. À l'époque, on payait très cher. Mais c'est même pas qu'on paye très cher, c'est qu'on payait des pertes. Donc, c'était assez bizarre. Donc là, on paye très cher. Voilà, mais... Nvidia, c'est 35 fois. Après résultat, c'est 35 fois Nvidia. C'est pas, ça peut être 60 à certains moments, mais alors après, avec les résultats trimestriels, ça revient généralement autour de 35 fois Nvidia. Grégoire, à 35 fois, ok, c'est bien, mais c'est-à-dire que ça ne mérite... Enfin, il faut surtout pas un faux pas. Ah non, oui, je suis d'accord. Oui, ça reste cher, 35 fois de PE. Oui. C'est dramatique. Non, mais bien sûr. C'est ça le problème. Et quand... on voit la pondération dans les indices, ça peut aller très vite. On a vu Novo aussi, Lilly, enfin des gros poids lourds aussi dans la pharma. Novo, c'est une des plus grosses capes européennes. Voilà, ça s'est bien calmé, Novo aussi. Pour l'instant, les marchés américains ont envoyé quelques signaux de manque de carburant, de conviction pour poursuivre. Il n'y a pas encore de retournement. Moi, je pense qu'il faudrait, pour que ça se retourne vraiment sur le plan technique, se casser... 5670, là on a retracé sur le plus haut de 6%. 6%, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais non, en fait,
vu la volatilité des marchés, vu la hausse très importante, on ne peut pas remettre en cause un mouvement parce qu'on retrace de 5, 6, 7%. C'est évident. Sur le DAX, j'ai regardé, il faudra au moins qu'il perde plus de 7% pour éventuellement casser. En 2024, je crois que le S&P, le drawdown max du S&P, c'était à peine 8%. Mais non, à peine 8%. On n'a pas eu de baisse de plus de 8% sur le S&P. Enfin, je parle sous le contrôle, mais c'est le chiffre qu'on m'a donné. Ça n'est plus fait pour d'autres. Donc, c'est très faible, hein, effectivement, comme respiration. C'est le problème du mouvement aussi. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment est plutôt sain. Et c'est vrai, quand il y a une focalisation telle sur un titre, on a, en termes de comportement, tout ce qu'il faut pour commencer à, en tout cas, au moins prendre du bénéfice et en tout cas pas y rentrer immédiatement, même s'il peut y avoir encore de belles histoires. Mais il y a peut-être aussi d'autres belles histoires ailleurs, puisqu'on parlait de l'Europe. Ouais. Il y a l'Eurostoxx, c'est quand même sorti d'une congestion. Ouais. Par le haut, on avait donné quelques titres le mois dernier. Alors, je vais vous indiquer, voilà, vous avez le graphique de l'Eurostoxx, là, qui consolidait dans un grand canal baissier depuis le mois de mai dernier. On voyait qu'il accumulait en borne haute, donc aux alentours des 5008, et il l'a débordé puissamment avant la publication de Richemont, d'ailleurs, avec une accélération haussière liée au chiffre de l'inflation américain mardi, avant la publication de Richemont. Donc, mercredi, pardon. Et donc, il y a une sortie avec du volume. On sort de cette congestion. Donc là, on sort d'un range qui était 4678, 5008, pour aller chercher normalement des extensions en direction de 5336. Donc, vous voyez, les mouvements ne sont pas gigantesques. En revanche, on en parlait aussi le mois dernier, puisqu'on avait regardé ce graphique-là, des valeurs qui pouvaient être intéressantes. Alors, je vais vous parler de celles qui ont bien fonctionné. On va occulter celles qui ont moins bien fonctionné, mais il y a quand même des small et mid caps qui ont bien marché. Morel et Pron, elle a pris 40% depuis le mois dernier. Viridien, 33%. Donc, il y a de belles histoires quand même individuellement sur des titres qui font des recoveries. Plastique du Val-de-Loire, on doit être pas loin de 40% aussi. Donc, il y a quelques titres comme ça qui font des parcours assez puissants dans un marché qui ne donne pas des signaux de hausse monumentaux. Et je pense que ça se voit pas sur les indices, mais titre par titre, comme ça, il y a des histoires. C'est ce que vous dites. Hein. C'est le jeu de les détecter, c'est le jeu de 2025. Quoi. Exactement. Et d'aller détecter ces foyers d'intérêt. Alors, sur les grosses capitalisations, je pense que la Société Générale est en train de passer des gros niveaux. Sur des capitalisations un peu plus petites, on a Ayvens qui est intéressante. Il y a peut-être ASML qui est en train de rebondir un petit peu. C'est moins flagrant. AMG, par exemple, est pas mal. Il y a quelques titres comme ça qu'il faut aller chercher pour retrouver de l'intérêt individuellement et des parcours. Et c'est pour ça que au sein du secteur du luxe, on a peut-être aussi de la disparité et on n'est plus habitué à avoir un marché de stock picking comme ça pour aller créer un mouvement de hausse. Donc je pense que sur les indices, on peut avoir un peu de hausse encore, même s'il n'y a pas beaucoup de momentum, mais des parcours individuels sur les valeurs qui sont vraiment pas mal. Jean-Louis, vous voyez effectivement des poches d'intérêt comme ça sur ou des secteurs ou des valeurs spécifiques dans l'univers des, alors comment vous dites, les valeurs de... Des mid-small ? Oui, ou de second rang, ou oui. Parce que l'indice France Small, il fait rien. Oui, alors, oui, donc ça veut dire que pour l'instant, ça reste quand même fragile, on va dire. Valeo a pris 15% la semaine, mais elle est capable de les perdre en 3 jours aussi. Alors, combien de fois, depuis tous ces derniers mois, on a vu des démarrages, et puis c'est reparti à la case départ, tout un tas de valeurs. Hein, et on fait des mouvements parfois de 10, 15, 20% de hausse, et puis hop, c'est reparti. Et souvent, ces mouvements se font parfois au démarrage dans la violence, ce qui n'est pas très sain, parce qu'encore une fois, le ramassage, il n'est pas là. Ouais, c'est ça. Il ne se fait pas tranquillement, alors c'est difficile. Là, je regardais, par exemple, TF1, qui fait une belle dérive horizontale, qui commence à donner peut-être qui va peut-être amener quelque chose. Elis, il y avait aussi, je crois, Elis qui est pas mal. Il y a des valeurs qui peuvent se retourner. Mais bon, de toute façon, l'intérêt, il est indiciel. Donc, le problème, c'est que tout le volume, vous le retrouvez sur l'indice, sur les valeurs. Il y a Air Liquide même qui est en train de se retourner. J'ai regardé là, c'était quoi, Saint-Gobain aussi, je sais plus. Il avait plusieurs valeurs du CAC qui étaient en train de donner des signaux potentiellement de. Intéressant. Oui, c'est pas mal. Ça peut nous amener vers les 7900. Oui, j'entends. Il y a des valeurs. Alors après, Schneider qui est tout en haut. Schneider, c'est la 2e pondération du CAC maintenant. Après LVMH, c'est impressionnant. Hein. Meilleure perte de 2024, c'est 40% de hausse, Schneider. C'est magnifique. Là, il n'y a pas de signal de quoi que ce soit, puisque ça ne peut être qu'un signal de continuité. Quand on regarde l'ensemble des actions comme ça, on voit des choses pas mal, mais de là à y aller, moi, franchement, j'ai beaucoup d'hésitation. Parce que, en plus, on va avoir la saison des résultats. S'il y a la moindre
J'entends. Contrariété, J'entends. c'est un matin, on se lève à moins 15, moins 20, moins Oui, 30. là, ça a été un Voilà, plus c'est 15 avec Richemont, mais ça pourrait être un moins 15 sur d'autres valeurs et d'autres secteurs ça demain. que Ouais. On accompagne, mais on garde du cash. Oui, je comprends. Il y a une forme de prudence quand même dans le. Ah, clairement. Dans Et pour l'année, probablement. Ouais. Ouais, Dans les petites nouveautés, c'est vrai que je l'ai vu simplement quand on a repris l'émission là, le 6 janvier, c'est aussi ce qui s'est passé côté matières premières. Alors ça s'est fait un peu au cours du mois de décembre, en fin d'année. Bon, on n'était pas forcément tous les jours devant les écrans, mais le pétrole, j'ai vu, a repris quand même quasiment 15% depuis les points bas de décembre jusqu'à aujourd'hui, avec un Brent à plus de $80. Et oui. Et pas que le pétrole, hein, c'est tout le compartiment qui a bougé visiblement. Le gaz aussi, hein, parce Le que gaz. voilà. Très volatile le C'est gaz, ce mais qui oui. ferme le robinet le 1er janvier, voilà, on avait bien besoin de ça. Le pétrole, donc là, c'est surtout le franchissement des 81 sur le Brent, et puis c'est le franchissement des 78 sur le WTI. Donc ça nous ouvre 87,5 pour le Brent, ça nous ouvre 84,5 sur le WTI. Si on y va, ça fera une différence de presque 25% par rapport au point bas Ah ouais, c'est ça. de fin 2024. Ouais. 25% de hausse, ça amène quand même à recalculer un petit peu les objectifs d'inflation pour l'année. Hein. Ouais. Bon, après, ça fait 2 ans que ça baisse, hein, quand même. Le Ouais, pétrole. mais enfin bon. Oui, je suis Ah, d'accord. L'effet de base, il n'existe plus. Le fameux effet de base positif n'existe plus. Dans le sillage du pétrole, on a un peu le cuivre. Et puis, j'en reviens tout à l'heure à ce que j'évoquais, la peut-être possible annonce de Pékin. Donc là, ça nous referait flamber le cuivre, le zinc, l'uranium. Voilà. Et puis, le pétrole, moi, j'exclus pas 87. Et je trouve que pour l'instant, si on cherche des idées d'investissement, moi, je trouve les pétrolières encore pas bien chères. Total Energy, c'est encore pas loin de 7% de rendement. Bon. C'est peut-être à creuser. Hein. D'ailleurs, c'est un compartiment qui a bien marché. Hein. Enfin, on a beaucoup parlé du luxe depuis cette semaine, mais les pétrolières et le cas qu'on a avec Total, ça fait partie là dans les 3 premières semaines de l'année. Hein. Voilà, donc regardez en Europe Eni, et aux États-Unis, Valero, Conoco, et puis la favorite de Warren Buffett, Occidental. Occidental Petroleum, ouais. Voilà. Et il y a vraiment de la marge. Hein. Avant de revoir des plus hauts, ça va. Hein. Ils peuvent y aller. Donc les marchés vont monter alors. Total, le luxe, les banques, vous avez cité Société Générale, c'est bon pour le CAC, quoi. Enfin, c'est des configurations qui sont plutôt bonnes pour un indice comme le CAC. Ce sont vraiment les 3 secteurs qui surperforment en ce moment. Les banques en tête, mais effectivement le secteur énergétique globalement, valeur énergétique globalement. Et puis il y a bien sûr... Et alors donc, sur les matières premières, là, vous êtes venu avec le NG aussi et bien boosté, elle est au plus haut. Donc là, vous avez l'indice qui regroupe l'ensemble des matières premières mesurées. Alors c'est Amundi maintenant, c'est ça? C'est la Amundi, Bloomberg et Colway. C'est un indice matières premières. Thomson CRV, il y a 20% de pétrole, 20% de gaz, 10% de zinc, 10% de nickel, 10% d'aluminium, d'or, de cuivre et d'argent. Donc on est, à mon avis, sur un trend qui est intéressant avec ce panier de matières premières, cet ETF, qui avec le pic Covid a fait une accélération jusqu'en juin 2022, on le voit bien. Et puis on avait buté 3 fois sur la ligne de tendance baissière. On s'est regardé ensemble le mois dernier en se disant que ça accumulait sous ce niveau-là et qu'il y avait des chances que ça accélère. C'est bien le cas. On a pris près de 7% sur le mois. Donc sur tout ce panier qu'on considère être comme un très bon arbitrage. Et on est déjà allé chercher la première cible, 25-26 parfaitement. La cible suivante, c'est 26-64. Donc c'est pas mal graphiquement, ça dépend de la façon dont on le voit, puisque ça veut dire que ça peut payer de ce côté-là. Attention au retour d'inflation. Ah oui, derrière c'est la logique obligataire, les taux, etc. Si certaines valeurs peuvent en profiter aussi, globalement, ça peut être plus lourd pour les indices aussi. Donc on a un double signal et donc un bon arbitrage à mon avis aussi à conserver. On a déjà atteint une première cible et puis on peut manifestement continuer. C'est quand même une grosse réactivation aussi après 2 ans de pause, plus de 2 ans de pause. Donc, en toute discrétion là. Oui, j'avoue que c'est passé un peu sous les radars, mais j'ai mis quelques jours à m'en rendre compte. Mais bon, on finit par en parler. Pas d'accélération, mais des mouvements réguliers, une accumulation du volume. Et puis voilà, effectivement, exactement les mêmes niveaux que toi sur le Brent. On est vraiment autour de ce niveau de 80-80-50. Il y a même
de la place au-delà des niveaux qu'on a indiqués pour continuer. 94 derrière. Voilà, ça fait quand même 2 ans qu'on accumule aussi dans une zone de congestion. On est en partie haute. Si on en sort franchement en clôture hebdomadaire, c'est un des mouvements plus importants. Jean-Louis ? Alors, sauf que, ce qui pourrait amener le pétrole à rebaisser, c'est Trump pourrait lâcher du lest auprès de la Russie dans la négociation d'un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Et donc, ça pourrait peut-être, à un moment donné, ça, c'est stopper. le facteur que personne ne maîtrise, effectivement. Quels peuvent être les termes d'une négociation ? Est-ce qu'il faut d'abord durcir beaucoup avant de lâcher du lest ? Est-ce qu'ils peuvent lâcher du lest pour commencer ? Bon, Trump a pesé déjà entre Israël et Gaza. Oui. Biden a fait passer un dernier train de sanctions contre les vaisseaux russes avant de partir, donc ça a durci aussi encore un peu les taux de la sanction. C'est quand même peut-être une pression moins forte sur le pétrole russe. L'euro-dollar, ça a été contre-pied, parce que sous 1,02, là, on a eu quand même un mouvement de reprise cette semaine assez significatif. Je soumets à votre analyse. On n'y est pas resté longtemps. L'euro-dollar, il reste baissier. Ok, bon, ça c'est clair. Maintenant, j'ai le sentiment que 1,0450 pourrait devenir un niveau important, intéressant dans le cas de reprise. Ça fait un bout de temps que je dis, moi je vends jusqu'à ce niveau, fin d'année, début d'année, ça a bien fonctionné. Et donc voilà, on reste baissier, on vend les rebonds. Et je vais considérer qu'on va neutraliser très très proche, parce que je vendais par exemple sous 1,0320 ces derniers jours dans le service de Rocco qu'on fait sur le trade du jour. Et donc voilà, j'avais donné ce niveau, on vend dessous, ça marche, pas de problème, on continue. Et 1,0450, je vends sinon à plus long terme jusqu'à ce niveau, et peut-être qu'on va pouvoir, parce que j'avais abaissé le niveau à 1,08 le retournement, à 1,0620 le retournement, et pas tout de suite, mais d'ici peu, peut-être qu'on pourra l'abaisser à 1,0450, 1,05. Il faudra voir un peu la manière dont les marchés vont se comporter, la vitesse. Si ça dérive bien, et ça se reprend doucement, etc., ça va donner de la force. Et on pourra prendre peut-être le 1,05, voire même le 1,0450. Voilà, mais pour l'instant, c'est baissier. Mais surveillons de près ce niveau 1,0, allez, on va dire 1,05, qui pourrait amener le signal, 1,03, là. Au moins, d'arrêt de la baisse. D'accord. Comment vous voyez l'année 2025 sur le plan du Forex ? Alors l'année, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que le dollar peut être encore le rouleau compresseur, ou est-ce qu'il y a un moment où on peut attendre quand même un rééquilibrage, une reprise d'autres devises contre le dollar ? Nous en parlons, mais il y a 48 heures, c'était 1,0160. On a repris 1,5. C'est quand même pas mirobolant. Non. Je suis tout à fait par contre d'accord avec le seuil 1,0450, c'est pour être très précis, 1,0465, puisque ça c'est l'ex-soutien qui remonte à il y a 2 ans et quelques. Donc ça, c'est vraiment à surveiller, 1,0465. Puis une autre devise que je surveille un petit peu, c'est le yuan, qui est sur les plus bas historiques. L'air de rien, quand même, 7,33. Et là aussi, on est sur des plus bas de 5 ans. Et là, je vois très très bien Trump dire, les vilains Chinois, vous manipulez votre devise, il faut arrêter ça tout de suite. Bon, on ne peut pas acheter du yuan, mais... Ils se sont parlé. Il y avait un coup de fil aujourd'hui. Donald Trump, Xi Jinping, pour la première fois depuis 2021. Ouais. Donc si je trouvais un petit ETF pour jouer le yuan à la hausse, je le ferais, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Puis autre devise qui est là en train de prendre la même trajectoire que la livre turque, c'est la roupie indienne. Voilà. Là aussi, elle passe au concasseur. Et la croissance, là, n'est plus du tout le moteur d'un appétit pour la devise. Donc, il y a des trucs qui vont moins bien. Je parle sur l'Inde. Il y en a beaucoup qui disent que c'est vraiment la Chine de demain et tout. Faut y aller. Oui, enfin, il fallait y aller déjà depuis plusieurs années, l'Inde. C'est-à-dire que si c'est maintenant que les gens se demandent s'il faut y aller, ils ont déjà raté quand même de bonnes années, quoi. Mais il faut tenir compte de l'effet de vie. C'est-à-dire que si vous avez investi à Mumbai, la baisse de la roupie,
quand même drôlement amoindri la performance. Hein. Ouais. Bon, on verra. Le jeu des devises pourra peut-être évoluer effectivement avec les premières indications d'un Donald Trump de retour à la Maison-Blanche à partir de lundi sur l'euro-dollar. Baissier sous 1,0515, retour à la d'accord. parité, on n'en était pas très loin, c'est toujours le target. Effectivement, le seuil de retournement, alors c'est 1,0450, 1,0465, moi j'ai 1,0485, on le joue avec l'épaisseur du trait, mais ça reste baissier tant qu'on est en dessous. On est sorti de ce range qui datait de 2022, décembre 2022. Depuis que le signal a été donné, c'est confirmé. On termine avec le VIX, là il nous reste 1 minute. On peut afficher le graphique du VIX en journalier, Romain. Bon, on est dans une zone que vous situez entre la complaisance et l'optimisme, c'est ça ? On est dans l'optimisme. Tant qu'on est au-delà de 15,40, okay. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la complaisance, pas dans l'euphorie. On a un niveau de volatilité qui est au-delà de 15. Ce ne sont pas des niveaux où les opérateurs sont complètement endormis. Ils ont pris la mesure du petit coup de stress précédent. Donc on a l'état d'esprit des marchés américains que je trouve bien reflété ici. Il y a eu de la volatilité, quand même. On a mis un pied en vigilance très rapidement. Il y a eu évidemment ce petit coup de chaud il y a quelques semaines, mais pour l'instant, on n'est pas en complaisance, on est en bas de la zone d'optimisme, donc on n'a pas un comportement d'opérateur complètement, encore une fois, complaisant, ni du tout euphorique. Donc on est plutôt en train de digérer une forte hausse et d'attendre de voir la saison des publications qui devrait arriver, qui va être très intéressante. Ça se poursuit dès la semaine prochaine. LVMH publie jeudi pour les premières grandes capitalisations françaises et européennes. Philippe, juste pour une conclure. petite parenthèse. Oui. Il y a eu plusieurs fois des grosses divergences entre l'évolution du VIX et un S&P, puisque c'est lié. Hein. Le VIX qui faisait pas, le S&P qui faisait pas grand-chose, et on avait le VIX qui partait dans un sens ou dans l'autre. On voit quand même qu'il y a énormément d'actions, d'activités pour contrôler le VIX, pour le ramener canaliser. Sur les cibles. Non, mais en fait, ça dépend des événements. Les options américaines, par exemple, avant un chiffre, une option à 2-3 jours, elle peut être à 25-32 vols. Et puis, vous regardez une volatilité implicite à un mois, elle retombe à 12-13. Donc, moi, je pense qu'il faut garder des principes simples, c'est-à-dire regarder des vols à 1 mois, 3 mois, et puis voir un peu avec comment les options 0 jour. Sinon, en plus, maintenant, ça peut... Vous avez une dispersion de la vol, là, ce qui est... Waouh, c'est n'importe quoi, c'est énorme. Bon, on se retrouve le 21 février, messieurs. Oui. Merci beaucoup pour cette première échéance, le bilan de cette première échéance 2025 avec les 3 sorciers de Smart Bourse. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec le Café de la Bourse pour un exercice de pédagogie boursière. Et c'est Louis Yang qui est avec nous ce mois-ci et ce soir dans Smart Bourse, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Vous nous apportez, alors là, sur un plateau, le match entre le PEA et le CTO, le compte-titre ordinaire. Quel est le meilleur outil pour investir en bourse en 2025 avec ces 2 grandes enveloppes traditionnelles de l'investissement boursier français, Louis? Prenons le PEA pour commencer. Quels sont les grands avantages du PEA pour investir en bourse? Quand on pense PEA, on pense évidemment à la fiscalité attractive. Très clairement, c'est vraiment l'atout. C'est que lorsque on ne sort pas du PEA, il n'y a pas d'imposition dessus. Donc on peut faire ces opérations, générer des dividendes, des plus-values au sein du PEA sans être imposé. Et pour un PEA dont la date d'ouverture a plus de 5 ans, si on sort, on paye uniquement les prélèvements sociaux qui sont de 17,2% actuellement. Donc ça, c'est vraiment le principal atout du PEA. Et c'est bien dans cette affaire la date d'ouverture du PEA qui compte. Alors généralement, il faut mettre un peu d'argent dessus, mais vous n'êtes pas obligé de l'abonder fortement. C'est bien la date d'ouverture qui compte pour cette période de 5 ans. Hein. Tout à fait, on peut prendre date. D'ailleurs, les montants, ça dépend des intermédiaires financiers, mais c'est peut-être 500 €. Enfin, vraiment, on peut ouvrir un PEA et prendre date le plus tôt possible, sans forcément l'abonder régulièrement ou avec des montants conséquents. Bon,
Donc, de l'autre côté, nous avons le CTO, le compte titre ordinaire. Quels sont les avantages du compte titre pour investir en bourse? Alors le compte titre, du coup, c'est la flexibilité, parce que avec un compte titre, normalement, on a la possibilité, enfin théoriquement, on a la possibilité d'investir sur tout type de produits financiers, des actions du monde entier. Donc ça, c'est la théorie. Et en fait, en pratique, ça va dépendre des comptes titres en fonction du compte titre qui est proposé par la banque ou le courtier en bourse ou le courtier en ligne. Les accès aux produits vont tout de même différer. Mais on va dire qu'en théorie, on a vraiment la possibilité d'avoir accès à un panel très large de produits d'investissement et ça permet de mettre en place des stratégies assez évoluées si on le souhaite. À condition que le courtier ou la banque vous les propose, quoi. C'est ça l'idée. Je comprends. Ok. Bon, si on regarde les inconvénients de ces deux enveloppes pour le PEA, qu'est-ce qui est peut-être moins bien disant ou pénalisant quand on se sert d'un PEA pour investir en bourse? C'est les contraintes en termes d'actions ou de produits qu'on peut prendre. Ça va être à l'inverse du compte titre, exactement. On va être restreint aux valeurs européennes et après on va avoir un certain panel d'OPCVM ou d'ETF possible. Avec les ETF, il y a aussi une possibilité de contourner un petit peu l'accès aux valeurs européennes uniquement. Mais voilà, on peut mettre un ETF monde dans un PEA, c'est ça. Et avec l'ingénierie financière aujourd'hui, c'est possible. Avec la réplication synthétique. Donc, du coup, mais par contre, on ne peut pas aller choisir une action en particulier. Non. Ça va vraiment être via des ETF qu'on pourra contourner. Ouais. Sur le compte titre, où sont les limites du compte titre pour investir en bourse? Là, pareil, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que le compte titre, il n'y a aucun avantage en matière de fiscalité. Donc, c'est soit la flat tax à 30%, soit si vous êtes au début des tranches marginales d'imposition, optez pour l'impôt sur le revenu au barème, plus les prélèvements sociaux qui s'appliquent. Bon, comment on choisit? C'est-à-dire là, pour 2025, ceux qui vont vouloir s'engager dans l'aventure boursière, quelles sont les questions qui doivent se poser pour choisir entre le PEA et le compte titre? Alors ça va dépendre du profil. Et effectivement, il y a plusieurs critères de profil qui vont nous faire choisir soit un PEA, soit un compte titre. Par exemple, si on est un jeune investisseur, à ce moment-là, je pense qu'il y a un intérêt à vraiment prendre un PEA le plus vite possible pour prendre date, pour pouvoir après faire jouer le temps dont on dispose puisqu'on est jeune et capitaliser ses investissements. Donc le PEA... ça a un avantage par rapport à ça, surtout que lorsqu'on est jeune investisseur, souvent on est aussi un petit peu plus débutant. Donc le fait d'avoir un panel de produits financiers plus restreint et ne pas avoir accès à des stratégies plus complexes, ça peut être aussi un avantage. Ouais. Donc pour ce type de profil, PEA. Est-ce qu'il n'y avait pas un PEA jeune même à un moment? Je me demande. Oui, récemment. Il n'y a pas eu un PEA jeune aussi. Ça n'a pas beaucoup marché. Ouais, il y a un PEA jeune qui existe tout à fait pour les 18-25 ans. Ouais, c'est ça. Oui, ça existe tout à fait. Je me disais bien. Bon, bah oui, donc si c'est vraiment l'âge qui compte, ok, le PEA, c'est de toute façon un produit qu'il faut avoir, j'imagine, dans son outillage de gestion patrimoniale, d'une certaine manière. Tout à fait. Le compte titre, qu'est-ce qui peut faire l'avantage du compte titre en fonction de notre profil d'investisseur? Le compte titre, dans le contexte actuel, ce qui s'est passé l'année dernière et le contexte dans lequel on est actuellement, on voit bien qu'il y a un énorme différentiel entre les marchés américains et les marchés européens et français. Je prends juste cet exemple-là. Je crois qu'il y a un différentiel de 30% de performance sur 2024. Et cette année, pour l'instant, les métriques n'ont pas l'air de s'inverser. Donc très clairement, si on a un investisseur plus aguerri, plus opportuniste qui va aller chercher de la performance, il faut aller sur le compte titre. Ouais. On peut aller sur des valeurs les Magnificent Seven, Nvidia ou d'autres. Enfin, il y a beaucoup de stock picking qui peut être intéressant sur des valeurs américaines qu'on peut aller chercher via le compte titre. Donc, investisseurs plus aguerris qui ont envie de davantage diversifier, compte titre. Un autre profil aussi, c'est que on est quand même dans un contexte où il y a pas mal d'incertitudes. La volatilité, c'est quelque chose qui peut se maîtriser. Donc, si on veut mettre en place des stratégies plus évoluées, par exemple de couverture de portefeuille ou d'aller sur des produits dérivés, compte titre aussi. Ouais. Donc, plus de sophistication, on va dire, dans le compte titre, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Bon,
Est-ce que l'un est exclusif de l'autre ou est-ce qu'on peut se dire je veux avoir un PEA et un compte titre? Et est-ce que c'est une bonne idée d'avoir les deux et dans quel cas c'est une bonne idée d'avoir les deux? Voilà, exactement. Louis. C'est encore une fois C'est une question de profil et c'est aussi une question de budget. Parce que si l'investisseur est faiblement capitalisé, qui débute, il est obligé de faire un choix. Par contre, pour un jeune investisseur avec peu de moyens, peut-être que le compte titre aussi peut avoir un avantage parce qu'il y a là, pareil, c'est l'ingénierie financière. Il y a les actions fractionnées depuis quelques années. Oui, bien Donc, sûr. Si on veut acheter des valeurs qui sont très chères et qu'on veut diversifier. Un bout d'Hermès, Voilà, plutôt exactement. que de payer 2000 ou je ne sais plus combien l'action Hermès aujourd'hui. Exactement, un dixième de 200 euros sur Hermès, un dixième. Et ben ça, le PEA, c'est impossible de le faire via le PEA, un compte titre. Donc là, effectivement, pour ce type d'investisseur, il va falloir trancher en fonction de son horizon de placement, de ses espérances de gain, etc. Après, pour les investisseurs, on va dire, mieux capitalisés, avec plus d'expérience, effectivement, il n'y a pas d'exclusivité. C'est bien d'avoir les deux. On peut par exemple avoir un PEA sur lequel on a une stratégie un peu buy and hold, on investit sur du long terme. Surtout qu'au bout des 5 ans, on va pouvoir faire des retraits sans clôturer le PEA. Donc là, il y a un intérêt à sélectionner peut-être ce type de valeur. Parce qu'il y a des valeurs qu'on a intérêt à garder. Fonds de portefeuille. Fonds de portefeuille toute une vie quasiment. Donc ça, PEA. Et après, aller chercher de la performance ou couvrir son portefeuille avec un compte titre, avec des approches un peu plus momentum sur des valeurs qui performent avec du trend, de l'analyse technique. Et une approche un peu plus patrimoniale d'un côté, plus active de l'autre. Exactement. C'est ça. Donc si on peut se le permettre, les deux sont complémentaires. Quand je dis se le permettre, il y a la partie financière, mais aussi la partie compétences, temps, donc vraiment global en fait. Bien sûr, oui, là on est vraiment sur les enveloppes à choisir, mais on a fait avec vous notamment des vidéos sur effectivement les règles pour se lancer dans l'investissement boursier, et il faut prendre le temps de le faire. Évidemment, je ne vais pas dire que c'est un métier, mais en tout cas ça demande du temps et de l'apprentissage pour être au clair avec l'investissement boursier. Bon, PEA, CTO, c'est deux grands incontournables de l'investissement boursier en France. Il y a d'autres enveloppes qui permettent aussi d'investir en bourse, on peut peut-être le rappeler. Oui, on a parlé du PEA jeune, il y a le PEA PME aussi. Oui. Alors ce sont des variantes du PEA que je pense qui ne sont pas forcément intéressants, sauf si on a vraiment atteint des plafonds et qu'on a des très gros capitaux. En revanche, il y a une autre enveloppe qui est une des enveloppes favorites des Français et auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on veut investir en bourse. Je pense à l'assurance vie. Très clairement, l'assurance vie, ça a beaucoup évolué et sur les nouveaux contrats, notamment les contrats qui sont disponibles auprès d'intermédiaires en ligne, on peut acheter des actions en direct dans ces assurances vie. On a aussi on n'est pas obligé de passer par des fonds. Non, on peut aussi détenir en direct des actions. On peut détenir des actions en direct dans de nombreux nouveaux contrats. Alors le minimum est plus élevé que sur un compte titre. Donc pareil, là, il faut regarder au fonction de ce qu'on peut mettre et ce qu'on peut mettre et bien diversifier. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, et là, ça, avec des capitaux moindres, on peut profiter des gestions pilotées, des gestions sous mandat ETF. Donc si on aime la gestion passive et qu'on veut investir en ETF, il y a des contrats d'assurance vie qui vont permettre vraiment d'être à 100% sur des ETF, donc et surtout géré par soit un robot advisor avec les conseils d'un humain, soit par un gérant humain. Du coup, ça peut être très intéressant si on veut investir en bourse via des ETF, de penser à l'assurance vie parce que c'est aussi une enveloppe avec une fiscalité attractive. Très avantageuse. Et les ETF, en plus, sont réputés pour être des produits à moindre frais pour s'exposer au marché boursier. Merci beaucoup pour ces grandes clarifications au démarrage de cette année 2025 entre le PEA, le compte titre. On aura évoqué aussi l'assurance vie qui sont les grandes enveloppes disponibles pour investir en bourse. Merci beaucoup Louis. Louis Yang qui était avec nous, cofondateur du Café de la Bourse, entretien que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.